Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S305 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 28 octobre 2021. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes toujours dans Faut pas pousser les ISO, et alors Benjamin, cette semaine on va se tenir à carreau, car on est au studio avec le professeur d'université Pascal Martin pour une grande leçon sur le bokeh et la profondeur de champ. Alors pour commencer Pascal, est-ce que tu sais d'où vient cette notion de flou artistique, de bokeh, de flou cinématographique que l'on entend à toutes les sauces en photo et en vidéo? Et peut-être première question, qu'est-ce qu'il y a d'artistique dans le flou? Moi déjà je trouve que c'est un contresens. C'est un contresens, c'est une expression que je n'aime pas du tout, je la trouve même péjorative. Pour moi, la notion de flou artistique, elle vient de la peinture. Elle vient de la peinture, c'était pour représenter la profondeur. C'était surtout pour créer une forme de spatialisation, ces fameux fumento, comme on dit. Ça vient de là, mais après, la façon dont ça a été utilisé, ce qu'on en a fait, je trouve ça assez péjoratif même d'ailleurs pour la photographie d'utiliser, parce que flou artistique, il y a des flous qui sont artistiques, d'autres qui ne sont pas, et des images qui sont artistiques, d'autres qui ne sont pas. C'est faire une espèce de classification qui n'a pas de sens. Et d'ailleurs, je pense que dans le langage populaire aujourd'hui, on fait une réunion, on assiste à une réunion, on sort de la réunion, on dit alors c'était comment? Et quand la réunion s'est pas forcément très bien passée, les gens disent en disant j'ai rien compris, c'était un vrai flou artistique. Donc, c'est vrai, pour moi il y a un côté un peu péjoratif, voilà. Et puis flou artistique, c'était ça c'est un flou artistique, ça veut dire qu'à la limite ça ne concerne que l'artiste qui a compris ce qu'il voulait dire, ou peut-être une minorité. Et l'image elle doit pas concerner une minorité, elle doit concerner une majorité. Donc c'est d'ailleurs quelque chose qui finalement, même quand c'est très réussi, ça peut être élitique. Après il y a on aime, on n'aime pas. Ou alors c'est intentionnel ou pas intentionnel. En fait, c'est plus ça. Oui. C'est la notion d'intentionnalité, on a créé volontairement, voilà. Donc c'est peut-être la signification, une des significations aujourd'hui qui a été contournée. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'emploie relativement peu. Et la notion de flou cinématographique, ça, pour le coup, ça s'emploie aussi. Ça s'emploie aussi beaucoup. D'où ça vient un peu cette tendance, cette mode, que ce soit dans la photo ou dans le cinéma, finalement, de faire des images avec un bokeh très prononcé. Alors le bokeh, déjà, je crois qu'il faut peut-être en donner une définition. Ah oui, d'où ça vient ça, le bokeh? Définition. Pour moi, c'est un mot japonais, c'est qui caractériserait l'esthétique du flou. Mais on a déjà parlé, on a déjà en fait utilisé les images ont toujours possédé plus ou moins des flous ou d'avant-plan et d'arrière-plan. Pour moi, il y a quelque chose qui est un peu commercial et qui est arrivé avec le numérique. On a commencé à parler bokeh, voire même ça faisait des très beaux titres, ça faisait des beaux bokehs. Voilà, c'était. Alors pour la petite histoire, le mot bokeh, comme tu le dis, vient d'un mot à la base japonais, bokeh aji, et a été utilisé pour la première fois en 1997 par un confrère, Benjamin Mike Johnston, journaliste spécialisé du magazine Phototechnique, et qui s'est rentré du coup dans le langage courant juste après ça. On plaide coupable à 200% au sein de la rédaction du magazine. Est-ce que tu as inventé déjà un mot qui est rentré dans le vocabulaire des photographes? Écoute, ça c'est pas à moi de le dire, je ne crois pas. Je n'aurais pas cette prétention en tout cas, mais sur le terme beau bokeh ou tout ce qui tourne autour, tous les adjectifs qu'on peut adjoindre au bokeh, je crois que on verse largement là-dedans. Ouais. Ok, bon alors de toute façon quand on parle de tout ça, il y a déjà une notion qu'il faut avoir bien en tête et bien compris, c'est la notion de profondeur de champ, qui permet un peu de contrôler, de modeler, de positionner ce fameux flou d'arrière-plan. Pascal, est-ce que tu pourrais essayer de nous expliquer simplement ce qu'est la profondeur de champ quand on parle d'image, que ce soit en photo ou en vidéo, parce que c'est la même chose dans les deux cas. C'est exactement la même chose, photo, vidéo, cinéma. La profondeur de champ, c'est la zone de netteté qui s'étend de part et d'autre du plan de mise au point. Il y a un petit peu devant, on parlera peut-être des proportions un peu plus tard, il y en a devant, il y a une répartition de la netteté devant, une répartition derrière. Mais ce que je voudrais mettre en avant, c'est quelque chose auquel on pense pas. C'est-à-dire que si tu interroges des personnes en leur disant, mais finalement, la profondeur de champ a été inventée avec la photographie. Certains pourraient te répondre oui.
profondeur de champ fait partie intégrante de la photographie. Ça a été inventé pour qu'on puisse faire des images. Or, en réalité, c'est parce que la profondeur de champ optiquement existait que la photographie a pu être inventée. La profondeur de champ, c'est quoi? En fait, c'est une somme de défauts. Parce que c'est un non-sens par rapport au principe de Descartes. Le principe de Descartes, c'est un principe optique qui dit que l'image d'un plan donne, par l'intermédiaire d'un système optique, un plan. Donc, imaginons par exemple que l'on veuille photographier un cube. Voilà. Bon, on va photographier un cube, on va faire la mise au point sur la partie avant du cube. Bon, donc, si on fait la mise au point sur la partie avant du cube, ça veut dire que cette partie-là, la face avant, son image va se trouver dans le plan du capteur, ou anciennement dans le plan de l'émulsion, puisque de ce point de vue optique, les choses n'ont pas beaucoup changé. Et en fait, la partie arrière du cube, elle, compte tenu qu'elle était plus éloignée de nous, elle va se former avant le capteur. Et si on mettait un objet qui était un petit peu devant le cube, il se formerait, lui, derrière le capteur. Ça veut dire qu'en fait, le capteur, qu'est-ce qu'il enregistre dans ces cas-là? Il ne va pas enregistrer des points, mais il va enregistrer des tâches. Donc en fait, normalement, ce sont des images floues qui se forment, déjà. Et donc ces images floues qui se forment, pourquoi effectivement on arrive à les avoir nettes? Simplement parce qu'il y a toute une somme de défauts qui vont concourir à ça. C'est-à-dire qu'on a l'optique, bien sûr, qui n'est pas parfait. On a le capteur, on a les traitements. À l'époque des émulsions, il y avait toute la chimie et toute la sensitométrie qui allait derrière avec toutes les variables de traitement qui pouvaient avoir une incidence. Et puis surtout, et principalement, il y a l'œil qui n'est pas un système parfait. Et si effectivement, tous les systèmes qui concourent à la fabrication et à l'observation d'une image, c'est une de mes phrases clés ça, était parfait, eh bien, la profondeur de champ n'existerait pas. Et si la profondeur de champ n'avait pas existé... On ne ferait pas cette émission. On ne ferait pas cette émission, mais surtout plus grave encore, on ne ferait pas de photos et on n'aurait pas fait de cinéma. Parce que ça voudrait dire que les images, ça serait l'équivalent des images scanner. Ça serait de la tomographie pleine, ce qu'on appelle dans ce cas-là. Voilà. Est-ce que tu peux définir rapidement une tomographie pleine? Tomographie pleine, c'est l'image d'un scanner. C'est-à-dire que quand tu fais le scanner, qu'est-ce qu'il fait finalement? Il coupe en tranches, il te fait une tranche très fine, et puis après tu as un système qui va assembler l'ensemble de ces tranches qu'on a déplacées. On est un peu sur le principe de la photostérosynthèse lumière des années 1920, ce qui était assez génial d'ailleurs qu'il ait pensé à ça à cette époque. Reconstituer un solide dans l'espace. Donc la profondeur de champ, elle n'existe en fait que parce qu'il y a cette somme de défauts. Et c'est tant mieux. Alors, justement, plutôt que de parler de bokeh, moi, il y a un terme que j'emploie. Peut-être qu'un jour, il restera. Ça serait génial s'il me reste que ça de ce que j'ai pu apporter dans ce domaine. Ça sera super. C'est la notion de flou net de profondeur. Et j'emploie ce terme, le flou net. C'est moins marketing, ça. C'est beaucoup moins marketing que le bokeh, ça je te l'accorde. Ils vont pas aimer, voilà. Les constructeurs. Mais flou net de profondeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a une transition qui se fait entre le net et le flou, entre le flou et le net. Tu parlais du flou-nétoscope tout à l'heure, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et c'est ça qui mettra en avant, et c'est ça que le flou-nétoscope permet de mettre en avant. Ça marche. Alors, ce qui est bien quand même avec cette notion de profondeur de champ, quand on est photographe et qu'on est vidéaste, c'est qu'on peut un peu jouer avec. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut positionner naturellement son plan de netteté là où on veut, sur son sujet, et puis on peut influer sur la taille de cette zone de netteté dans la profondeur. C'est quoi les paramètres sur lesquels on peut jouer pour moduler cette profondeur de champ ? Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, si tu veux, si on veut raisonner un petit peu techniquement, et après on parlera plus d'images, mais imaginons comme un bonnet comme un bonnet de sorcier. Tu vois, une espèce de cône. On va prendre un point, objet, et puis le point objet va envoyer de la lumière sous la forme d'un cône. Derrière la lentille, il y a un cône qu'on imagine inversé, c'est-à-dire que les rayons, ils vont sortir, et puis finalement, on va voir la pointe du cône qui va se former sur le capteur. Si maintenant on coupe le cône un tout petit peu en avant, on va avoir une tache. Et cette tache, justement, on lui a donné un nom, c'est le diamètre du cercle de confusion. Et cette valeur de cercle de confusion, c'est une grandeur qui nous dit qu'en dessous, on peut considérer que le point sera assimilé, la tâche sera assimilée à un point, et au-dessus, on ne peut pas. Alors en fait, qu'est-ce qui va nous permettre de réduire cette espèce de bonnet, ce cône? Ça va être par exemple l'ouverture. Le principal élément, c'est l'ouverture. Quand on va fermer le diaphragme, on va diminuer donc la base du cône.
Donc les rayons vont arriver en faisant un angle qui est moins important. Ça peut être la distance focale. Plus la distance focale est courte, eh bien, plus le cône sera petit. Donc plus on aura de profondeur de champ. Et puis ça peut être la distance de mise au point, parce que plus la distance de mise au point sera éloignée, eh bien c'est pareil, ça va avoir une incidence sur le cône. Donc distance de mise au point éloignée, diaphragme fermé, distance focale courte, nous donne beaucoup de profondeur de champ. Et à contrario, la réciproque est vraie, comme on dit en maths, c'est-à-dire que c'est l'inverse pour les autres valeurs. Alors il y a une grandeur qui dérive de tout ça, c'est la taille du capteur. Alors pour moi, c'est un faux ami parce que la taille du capteur, en fait, selon la taille du capteur, on va utiliser des focales normales différentes. Donc en réalité, c'est quand même la focale qui prévaut. Alors si j'essaye un peu de synthétiser la chose, du coup, on a 3 paramètres sur lesquels on peut jouer. L'ouverture, la focale et la distance de mise au point. C'est tout à fait ça. Ce sont les 3 principaux paramètres. Donc, effectivement, que ce soit bien sûr, beaucoup d'amateurs connaissent, beaucoup d'amateurs utilisent. Et puis, évidemment, les professionnels vont les ressentent, vont évidemment utiliser ces mêmes grandeurs. Alors maintenant, il y en a d'autres qu'on oublie. Si je peux prendre 3 minutes pour les évoquer. Il y en a d'autres qu'on oublie parce que, par exemple, la qualité du capteur, la qualité de l'optique. Et c'est pour ça que je parlais du flou net de profondeur. Parce que, prenons les photographies du début du siècle dernier, c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui, les photographies du début 20e siècle. Prenons les images faites par les frères Lumière en cinéma. En fait, il y a 2 solutions. On peut dire il y a une grande profondeur de champ ou alors c'est flou partout. Et finalement, on est dans ce concept-là parce que c'est bien la différence entre le net et le flou qui prévaut. Quand le numérique arrive, on dit finalement en numérique il y a moins de profondeur de champ qu'en argentique. Pas dans la première période où on a des capteurs qui sont tout petits. Mais après on dit il y a beaucoup plus de profondeur de champ en argentique qu'en numérique. C'était pas vrai, c'était pas forcément vrai à l'époque. Bon, aujourd'hui ça l'est davantage. C'est peut-être la vidéo qui a trompé, je pense. Oui, et la vidéo a trompé, et en même temps, je pense que c'est parce que le passage entre le net et le flou était plus violent. Donc visuellement, on a l'impression qu'il y a moins de profondeur de champ. En fait, tu as des optiques. Une partie de mes recherches ont été conditionnées par des petites phrases. Et une des phrases, je veux rendre hommage à Jean-Pierre Amadache, qui travaillait chez Leica il y a très longtemps, m'avait dit un jour, je me souviens très bien, au salon de la photo, à l'heure de l'apéro, comme tu dis justement, au salon de la photo. Tu as une mauvaise réputation. Voilà, il m'avait dit, moi j'aime bien aussi, il m'avait dit, tu sais, ce qui fait la différence entre nos optiques Leica et les autres, c'est pas la qualité du net, mais c'est la qualité du flou. Voilà, en fait, c'est cette rupture quand on passe dans et le flou est beaucoup mieux défini. Donc c'est pour ça que le flou et le net, pour moi, c'est comme le chaud et le froid. C'est froid pour une personne à un moment donné, c'est chaud pour un autre moment. Eh bien, ce qu'on va considérer comme étant net pour l'un sera un petit peu mou ou pas complètement net pour un autre, ce qu'on va considérer comme légèrement flou pour être un petit peu mou. Voilà. Il y a donc une part importante de subjectivité dans tout ça. Alors, je voudrais juste compléter. En fait, si tu veux, il y a une part de subjectivité et puis il y a quelque chose de très très important, j'espère qu'on aura l'occasion d'en dire quelques mots, c'est l'éducation. C'est l'éducation visuelle. À l'éducation à l'image. L'éducation à l'image. Ça, c'est intéressant que tu en parles parce que je pense que c'est un gros manque dans le... Parce qu'il y a la technique. Donc moi, je vais défendre la technique, c'est mon job. Mais ce que je veux quand même dire au début, c'est important. Aujourd'hui, après plus de 30 ans passés à Louis Lumière, c'est que ce qui est aussi important, il faut parler de la technique pour faire des images. Et on dit il faut maîtriser la technique pour lui tordre le cou. Voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments que nous on essaie de mettre bien systématiquement en avant. On en a parlé la semaine dernière avec un sujet qui a été manipulé de toutes pièces et présenté à un public même érudit et qui est passé comme une lettre à la poste, qui n'a pas su déceler d'ailleurs la manipulation derrière tout ça. Mais parce que globalement, il y a un manque d'éducation générale à l'image, clairement. Et je pense que le net est naturel et que le flou est culturel. Très bien. C'est pas mal ça. C'est beau ça. Ce sera la petite citation qu'on retiendra. Alors on va rentrer un peu dans l'usage et dans le concret. S'il y a bien un domaine dans lequel cette notion de profondeur de champ est fondamentale, c'est bien la macro. On l'a vu. En macro, on utilise des focales qui sont relativement longues et surtout des distances de mise au point qui sont assez courtes. La profondeur de champ est alors toute petite et il faut donc que la mise au point soit d'une extrême précision pour réussir sa photographie. Je vous propose d'écouter le témoignage du photographe Ghislain Simard, grand spécialiste de la macro, qui nous parle de son rapport au flou et de ses techniques pour bien maîtriser la profondeur de champ
sur ces images. On l'écoute. Depuis pas mal d'années, maintenant je me suis rendu compte que quand on pratique la macro comme moi, il est préférable de ne pas cadrer trop serré sur son sujet, de manière à mettre autant en valeur le milieu dans lequel mes petits sujets évoluent que le sujet lui-même. Mais pour que l'attention du spectateur ne soit pas non plus distraite par des choses que je voudrais pas mettre dans le graphisme de mes images, je travaille souvent avec des grandes ouvertures et je travaille la qualité des flous, c'est ce qu'on appelle le fameux bokeh. En fait, la qualité des flous, elle dépend de deux choses. Elle dépend de caractéristiques techniques de ce qu'on met en œuvre. La distance focale de l'objectif joue évidemment un rôle. Le rapport de reproduction intervient énormément et puis évidemment l'ouverture du diaphragme qu'on utilise rentre en ligne de compte. Donc en fonction des contraintes des sujets que je photographie, mais aussi du rendu que je veux, je choisis un objectif ou un autre, un objectif avec une focale plus ou moins longue et puis une ouverture plus ou moins grande. Je suis un des rares photographes, je pense, à utiliser au quotidien le fameux Nock Nikkor 58 mm f/0.95 pour faire de la macro. Mais en fait, toute la magie finalement d'utilisation d'un objectif comme ça, c'est de travailler finalement les plans qui se trouvent à peu près entre le sujet, le plan net et puis je dirais 15 cm à l'arrière du sujet, mais aussi on l'oublie souvent pour le bokeh, travailler aussi les avant-plans, donc ce qui se trouve finalement entre le sujet et l'appareil, et là aussi les 10-15 cm devant le sujet sont déterminants pour le rendu. Et point que souvent on oublie, qui est vraiment fondamental pour la qualité du bokeh, quelle que soit l'optique qu'on utilise d'ailleurs, c'est de travailler sur la lumière. La qualité de la lumière entre énormément en jeu pour le rendu des zones flow. En fait, ce que les objectifs qui ont un beau bokeh aiment bien, c'est les contre-jours, en fait, puisque à partir du moment où on va avoir notamment des choses qui brillent dans l'arrière-plan, qui vont créer ces fameux halos lumineux ronds, ça se marie vraiment très bien. C'est vrai que je ne suis pas opticien, donc moi je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce qui fait qu'un objectif va avoir des plus beaux flous qu'un autre, mais un objectif comme le Nock Nikkor produit vraiment des effets très sympathiques et très progressifs finalement à partir du moment où l'arrière-plan est éclairé en contre-jour. En tout cas, je pense que en maîtrisant bien le bokeh, on peut mettre le graphisme au sujet, au centre de la composition de ces images et finalement pour mettre en valeur le sujet principal. Alors on remercie évidemment Ghislain pour son témoignage et je précise d'ailleurs qu'il vient tout juste de signer un nouveau livre, Les secrets de la macro et du gros plan, qui est édité aux éditions Erol. Alors Pascal Sylvain nous parle de l'importance de l'éclairage pour sublimer le bokeh d'une optique. Tu peux nous expliquer un peu ? Oui, en fait, je pense que vous parliez de dynamique sur les capteurs. En fait, on pourrait aussi parler de forme de dynamique sur un objectif, c'est-à-dire que si les contrastes sont... en fait, quand on parle d'image, il faut parler de contraste. Quand on parle de lumière, il faut parler de contraste. Parce que il y a une donnée qu'on utilisait beaucoup dans les revues photographiques quand on faisait des tests optiques, qu'on appelait la FTM, la fonction de transfert de modulation. Et cette fonction de transfert de modulation, c'est un truc mathématiquement assez compliqué, mais elle dit en substance la chose suivante. Elle dit il est plus facile d'isoler un cheveu blanc sur la tête d'un brun qu'un cheveu blanc sur la tête d'un blond, et à dimension de cheveux identique. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une notion qui est très importante, c'est la notion de contraste. Donc cette notion de contraste, plus on va contraster un élément, plus l'image nous semblera nette. Donc la lumière, alors je ne parle pas d'effet lumineux, mais je parle justement des arrière-plans qui sont avec une densité lumineuse relativement importante, vont nous donner dans le flou du détail. Tu vois ? Et à l'inverse, au contraire, ça va donner quelque chose de très vaporeux. C'est comme ça que je l'expliquerai. C'est la relation liée au contraste. Bon, alors on le voit dans les usages de la profondeur de champ, faire des photos avec une petite profondeur de champ, déjà ça permet de faire ressortir son sujet principal de son environnement. C'est une technique qui est largement utilisée par exemple en photo de sport ou en photo animalière pour faire ressortir l'animal ou l'action du décor. Ça permet aussi de guider
d'une certaine façon, le regard du spectateur à l'endroit où on veut sur sa composition. Et en vidéo, alors une déclinaison de tout ça, c'est ce qu'on appelle la bascule de points. Et alors là, je pense à tous les assistants caméra avec des chefs opérateurs qui travaillent avec des très grandes ouvertures et qui doivent gérer manuellement la mise au point avec des repères au sol. Enfin, c'est quelque chose de dingue. Au début du numérique, avec la génération des 5D2, ils jouaient tellement du flou qu'ils inondaient les images de flou qui finissaient par perdre leur sens. Des émissions de Thalassa qui étaient filmées à très grande ouverture et on comprenait plus, on avait du mal à lire l'image en fait, qui était nimbée de flou. Alors, ça se maîtrise aussi finalement tout ça. Tu parles justement en cinéma. Bon, alors peut-être que pour comprendre le principe de la mise au point en cinéma, qui rejoint la mise au point en photo et qui rejoint les problèmes de profondeur de champ, il faut peut-être revenir à l'œil encore une fois. Finalement, on a l'impression, quand on regarde autour de nous, que l'œil a une très grande profondeur de champ. En fait, c'est faux. Il suffit simplement de mettre son doigt devant, de se polariser, enfin de fixer son doigt, et on voit bien que devant son œil, on voit bien que tout ce qui est derrière est en fait flou. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons une rapidité d'accommodation qui est très très importante. Il y a des petits muscles qu'on appelle, j'adore le mot, c'est des zonules de Zinn. Et en fait, c'est des fibres qui sont reliées aux muscles ciliaires et puis qui vont modifier la cambrure de notre cristallin. Et ça veut dire que simplement que ça va nous permettre de faire la mise au point, exactement comme on fait en déplaçant les lentilles dans un objectif. Mais c'est fait, on a un autofocus qui est certainement l'autofocus le plus performant au monde. Voilà. Et d'ailleurs, on n'y prend pas attention. On n'y prend jamais attention. Rarement, on n'arrive pas à faire le point sur quelque chose, y compris même quand on est très très fatigué, parce que les muscles qui permettent de faire ça sont surdimensionnés par rapport à leur usage. Donc, ça veut dire que finalement, dans l'esprit de beaucoup, là, il y a une très très grande profondeur de champ. Donc, en photographie, on est dans l'image fixe. Mais quand on passe en cinéma, quand on passe dans le cinéma et qu'on a besoin justement de faire cette fameuse bascule de points, pourquoi ? On l'a fait pour donner du sens à l'image, mais on l'a fait aussi parce que parfois on ne peut pas avoir la profondeur de champ nécessaire. Et là, ça devient quelque chose de très compliqué. Et alors il y a quelque chose qui est assez fantastique dans ce domaine, c'est que justement, tu l'as dit, la personne qui travaille ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle le pointeur, c'est le premier assistant opérateur. Ça devient d'ailleurs, j'en connais un certain nombre, qui me disent qu'avec les capteurs, quand on est en passant au 6K, voire donc avec des définitions au niveau des capteurs très importantes, avec des objectifs encore de très très performants, ça devient quasiment impossible de faire le point à pleine ouverture. C'est quelque chose de très 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 compliqué. Voilà. Donc effectivement, on joue sur cette bascule de points, non seulement pour donner un sens, parce que le flou, il est aussi sémantique. Il est esthétique, mais il est aussi sémantique. Et c'est ce que tu disais, en fait, en donnant l'exemple des animaux, en donnant l'exemple de la photographie de sport, on met en avant un élément qu'on va détacher par rapport au fond. Et ça va créer un sens. L'image, elle est absolument différente. Elle serait fondamentalement différente si, effectivement, tout était net. Donc, le flou, par le biais de l'optique, on a cette particularité-là qui est évidemment différente de la vision, où quand je regarde, quel que soit l'endroit où je regarde, ça sera toujours net. Et l'objectif photographique ou l'objectif cinématographique, lui, c'est pas le cas. Donc, on a recours à la profondeur de champ. Quand on n'a pas recours à la profondeur de champ, on réalise donc ces fameuses bascules de points. Alors il y a un effet de style aussi qu'on peut faire avec ça, avec les toutes petites profondeurs de champ qui marchent rudement bien en photo et aussi en vidéo, c'est le fameux effet maquette. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a cette sensation de maquette quand on photographie ou on filme avec une toute petite profondeur de champ des sujets très larges ? Alors, en fait, l'effet maquette, on l'obtient souvent en faisant ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si c'est des choses que tes auditeurs connaissent bien, ou certains d'entre eux certainement, c'est quand on effectue des bascules. C'est-à-dire des choses, je ne sais pas si vous avez déjà fait une émission sur des... Pas encore, qu'on le fasse en archi avec les optiques à bascule et décentrement. Voilà, donc tu as les optiques à bascule et décentrement, et avant ça, il y avait donc ces fameuses chambres grand format avec lesquelles on pouvait faire ces fameux mouvements. Bon. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait en faisant ça ? On décale simplement le plan de mise au point, c'est-à-dire que le plan de mise au point, il n'est plus
parallèle au plan du capteur, mais il peut être légèrement incliné. On a donc une ligne qui est nette. Vous imaginez l'intersection de deux plans. L'intersection de deux plans, c'est une ligne. On a donc une ligne qui est nette par rapport justement à l'ensemble de l'image. Et alors, en fait, tout ça, c'est très intéressant parce que ça rejoint l'histoire de la culture visuelle. Quand on réalise des images en macro, la personne qui l'a évoqué tout à l'heure l'a très très bien dit, et c'est quelque chose d'assez compliqué techniquement. Mais quand on réalise ces images en macro, on a une très faible profondeur de champ. On est habitué culturellement à voir ça. Mais on est habitué culturellement à voir, si tu veux, la photo d'une mouche, d'une guêpe, je sais pas, d'une fleur, enfin bref, des éléments tout petits comme ça. Mais quand maintenant on photographie des paysages urbains, c'est-à-dire quand on est sur le toit d'un immeuble et qu'on va photographier des éléments avec une ville derrière ou des voitures, etc. Et qu'on réalise cette technique-là, eh bien, on va créer donc des flous auxquels on n'est pas visuellement habitué, culturellement habitué. C'est ce qui donne cette sensation. Et donc ça donne ce qu'on appelle l'effet de maquette, c'est-à-dire que compte tenu qu'on n'est pas habitué, ce qui veut bien, les personnes imaginent qu'il s'agisse d'une maquette. Et ce qui est très intéressant, ça veut dire qu'en fait, plus fort que de ce que l'on voit, il y a ce que l'on a mémorisé. Encore une fois, la culture de l'image est très importante. Ce sont des habitudes, simplement des habitudes. C'est qu'on nous a montré toutes les images macro qu'on nous a montrées, mais de façon implicite, que ce soit par le biais de la publicité, dans les bouquins ou autres, mais bon, ça fait, ou à la télévision. Mais toutes ces images-là, finalement, on les a fortement enregistrées. Et maintenant, quand on les contourne, eh bien, ça crée alors cet effet qui est assez fantastique. Et d'ailleurs, je voudrais dire un petit mot sur Patrick Messina. Patrick Messina est un ancien étudiant de Louis Lumière. Il est sorti dans les années, je crois qu'il est sorti en 88, si ma mémoire est bonne. Et en fait, il a énormément travaillé cette technique. Il travaillait aux Inrock et il faisait ses portraits comme ça. Il faisait les quatrièmes de couverture de Libé, notamment en jouant sur ce flou, alors que certains appellent l'antichem flou. Hein. Oh là là, moi j'aime pas. Ça me rappelle des trucs tout ça. J'aime pas le mot. Alors je vais donner un mot un peu plus barbare. En fait, tu refais tous les mots, quoi. Ouais. en fait, je refais tout le lexique. Je préfère un flou qui n'est pas dans la continuité sur l'axe. Alors on va l'appeler flou de discontinuité axiale. C'est beau, hein? Ah, c'est pas mal. Allez. Bon, alors, on l'a vu, hein, l'un des facteurs principaux pour pouvoir jouer avec cette profondeur de champ, c'est évidemment l'ouverture. Benjamin, on a fait une émission dédiée aux objectifs à très grande ouverture en saison 1 du podcast Faut pas pousser les ISO. C'est d'ailleurs la deuxième émission. Est-ce que tu peux, Benjamin, nous citer quelques optiques un peu clés comme ça, qui ont des ultra grandes ouvertures et qui permettent de... Enfin, alors faire Mumus, ça revient souvent, mais de jouer, de s'amuser avec la profondeur de champ. Il a de la chance, Ghislain. Il bosse quotidiennement avec le Noct 0,95, qui est quand même une optique assez admirable et d'exception. Enfin, alors, ne serait-ce que la manipuler finalement sur les salons, ce qu'on peut pas trop faire en ce moment, mais dès que vous en aurez la possibilité, chers auditeurs, essayez-la. C'est une expérience assez intéressante, surtout pour filmer d'ailleurs. Bon, c'est ça. Destination première, donc le Noct, mais ça, c'est pas pour le commun des mortels. Si on parle d'optique lumineuse, de manière générale, il y a des optiques à apodisation. Peut-être que Pascal pourra nous en dire un mot, pour les portraitistes notamment. On en a chez Fuji, on en a chez Canon, Sony en a un aussi. Il y a effectivement beaucoup d'optiques macro sur le marché. Alors chez les hybrides, pas trop encore, mais Sigma fait des optiques... macro à f2.8 en monture L et E qui sont excellentes, Canon et Nikon désormais aussi. Finalement, il y a un marché assez large et des optiques à 85 mm, 135 mm à f1.8, f1.4, voire f1.2 pour certains modèles 50 ou 85 mm qui deviennent des optiques lourdes, onéreuses, donc il faut quand même un usage assez précis et réfléchi avant d'investir. Et puis après, on peut citer les spécialistes et hors concours, les Lomo, les Petzval, si vous avez déjà joué un petit peu avec les plaques qui sont livrées avec un petit étui d'ailleurs, mais c'est plutôt ludique de jouer avec les lamelles et de simuler des... On peut mettre des petits cœurs dans le flou. On peut faire des beaux bokeh avec ces petits cœurs. Voilà, on y est. Donc voilà, il y a un éventail finalement assez large. Si tu permets, moi je dissocierais les objectifs lumineux
les optiques lumineuses, des objectifs qu'on va appeler soft focus. Les APD là. Voilà, comme ceux dont tu Comment viens ça de marche ce truc Les APD c'est à part, hein, vraiment. Donc les optiques à apodisation, les fameuses. Ouais. Les objectifs très très lumineuses, il faut quand même avoir parce que en mémoire que c'est quelque chose de très 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 compliqué à fabriquer et que c'est grâce justement aux lentilles asphériques, je disais un mot tout à l'heure, qu'on réussit à faire des choses de qualité. Mais des objectifs les défauts qui sont liés à l'ouverture grandissent de façon exponentielle. Donc il suffit d'ouvrir un diaph et on va avoir 3 fois plus, 4 fois plus, 5 fois plus de défauts selon le diaph auquel on travaille. Et pardon, du coup je t'interromps parce que Fujifilm qui a sorti pour ses hybrides un 50 mm f1, oui, travaillait à l'origine sur un 33 mm f1 et puis ils se sont rendus compte pour des raisons d'ingénierie qu'ils n'arrivaient pas à faire un système suffisamment compact en fait à cette focale. Quasiment impossible. Voilà, ils sont arrivés finalement au 50. Ouais. Ça illustre un petit peu les difficultés que tu. Mais dans l'histoire de l'image, il faut parler peut-être cinéma et parler de Stanley Kubrick. Quand Stanley Kubrick a tourné Barry Lyndon, finalement il avait besoin, en fait, il voulait tourner à la lueur des bougies. À l'époque, faut imaginer qu'à l'époque, quand même, une pellicule sensible, c'était 100 ISO, quoi. Donc dès qu'on voulait monter un peu, on avait des grains qui étaient énormes. Donc il y avait des faux raccords entre, d'un point de vue visuel et d'un point de vue de la texture de l'image, entre les plans qui étaient tournés à l'extérieur, et les plans qui étaient tournés à l'intérieur. Donc compte tenu qu'ils pouvaient pas pousser, aujourd'hui une Alexa elle est à 800 ISO. Et tout à l'heure tu évoquais un boîtier qui tu as dit 200, je sais plus combien de 204 800 ISO, l'Alpha 7 IV. Voilà, bon. Alors évidemment tu tombes dans le noir, quoi. Bon, si ça avait existé à l'époque. Pas besoin d'aller téléphoner à la NASA pour emprunter des optiques. Et donc là, par contre, effectivement, il a vu comme besoin. avait fait Stanley. Alors après, il y a eu aussi, ça a été, je pense aussi un gage de savoir-faire des constructeurs. Et puis ils s'en sont fait un petit peu la pub. Je me souviens quand Canon avait sorti l'EOS One, ils avaient sorti un 50 qui ouvrait à 1. Donc c'était pour faire le bundle, quoi. C'était Canon EOS One 51, donc Canon numéro 1. C'était un peu ça leur idée. Leica avait sorti un Noctilux. Le Noctilux, qui était aussi un objectif couvrait à 1. Bon, donc, mais qualitativement, ça n'a rien à voir avec les systèmes qu'on fait aujourd'hui. Je me demande d'ailleurs même comment on peut tourner en macro avec des 0,95. Parce que déjà, ça donne une profondeur de champ qui est inférieure. Quand on est au rapport 1, ça donne une profondeur de champ qui est de 2 dixièmes de millimètre. Ouais, mais ça monte pas au rapport 1 à cette optique. C'est de la proxy photo. Mais donc l'apodisation. Alors l'apodisation, en fait, c'est qu'on va jouer sur ce qu'ils appellent le rigging, c'est-à-dire en fait, c'est l'effet de bord. Voilà, ils vont diminuer un peu l'effet de bord. L'effet de bord, c'est quand on passe. Tu appelles ça comment, le rigging? Le rigging, comme la sonnette, Okay. C'est le mot justement, puisque vous avez vu des spécialistes de DxO qu'ils emploient aussi dans leur dans leur soft. C'est un effet de bord qui est assez connu. C'est quand on passe d'une plage claire à une plage très foncée, du blanc au noir par exemple. En fait, on suréchantillonne un petit peu, donc on crée en fait volontaire. Artificiellement, ça crée une hausse de contraste entre les deux. Donc en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont diminuer ça. Donc l'apodisation, elle peut être de nature différente, mais souvent, ils travaillent sur les bords de la lentille, ils mettent un traitement qui diffuse, c'est un traitement diffusant, et qui va jouer à la fois sur ce phénomène-là, en modulant un petit peu des aberrations, genre l'aberration sphérique, un petit peu. On peut la graduer directement sur ces optiques-là. Il y a une bague dédiée à l'apodisation, en fait. Alors, je sais qu'il y a des photographes très très forts qui arrivent en fait avec des poses longues, à fermer le diaph en même temps, et en passant par exemple de 1,4 à 4, du coup ils vont diminuer les rayons de champ et créer un peu cet effet-là. Alors évidemment, ici on parle de l'usage d'un appareil photo ou vidéo, objectif interchangeable, que ce soit un réflexe, un hybride ou une caméra, mais il y a un autre type d'appareil qui exploite beaucoup ces fameux effets de bokeh, ce sont les smartphones. Point d'optique ici, mais bien entendu des algorithmes de simulation numérique qui permettent d'obtenir ce type d'effet tant recherché et apprécié par les utilisateurs, le fameux mode portrait. Nous sommes entretenus avec Pierre-Yves Maître de DxOMark qui nous parle de ces fonctions, de leurs performances et de ce qu'elles seront capables d'accomplir dans le futur. On l'écoute. En fait, les smartphones, au départ, surtout, ont été beaucoup limités par le fait qu'ils ont des capteurs beaucoup plus petits que les DSLR. Les plus grands qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu plus petit qu'un RX100, par exemple, de Sony. Et donc, la profondeur de champ naturelle est bien plus large.
Donc on n'a pas naturellement cet effet de flou d'arrière-plan quand on prend un portrait ou une photo de près. Et donc le challenge de tous ces constructeurs de smartphones, ça a été de simuler ça. Alors par plein de méthodes techniques plus ou moins astucieuses. On a vu pas mal de téléphones utiliser la stéréovision avec 2 caméras pour faire un peu comme on fait nous avec nos 2 yeux, avoir la notion de relief et de profondeur grâce aux 2 capteurs. Il y en a qui ont essayé de faire avec des pixels coupés en 2, un peu sur le même principe, mais sur un seul capteur. Et ensuite, il y a toutes les technos qui sont en capteurs de profondeur de champ, comme les lidars, ou ce qu'on appelle les time of flight, dérivés de l'autofocus laser, mais avec un peu plus de pixels. Ce dont ils ont besoin sur les smartphones avec ces outils-là, c'est d'avoir ce qu'on appelle une depth map, donc une carte de profondeur, qui va en fait sur chaque pixel de la photo donner une info de à quelle distance ce point-là se trouve de la caméra. Et ce qui est super clé en fait pour faire cet effet bokeh simulé, c'est la résolution de cette depth map. Donc la résolution en X et Y est super clé pour avoir un effet de segmentation qui est précis. Et la résolution dans l'axe Z, donc savoir exactement à quelle distance on se trouve de la caméra et à quelle finesse on peut connaître cette distance exactement, ça va beaucoup jouer sur l'effet naturel de profondeur et de flou un peu graduel. Donc ça, c'est un peu les challenges qu'ils ont pour faire la photo finale, mais aussi par exemple pour avoir un effet bokeh même dans l'application en preview, donc en prévisualisation de la photo, mais aussi par exemple avoir ça en vidéo. Et ce qu'on teste aussi dans nos évaluations de bokeh, c'est la qualité du portrait intrinsèque, pas seulement la segmentation, mais ce qu'on va rechercher dans un portrait ou une photo avec du flou d'arrière-plan, c'est aussi d'avoir des super bons détails sur l'objet qu'on a en focus et une bonne expo, des bonnes couleurs. Donc on teste un peu tout ça dans notre évaluation de bokeh. Alors là-dessus, j'ai un peu deux téléphones en tête. Je viens de dire que parmi les tout meilleurs, il y aurait le Huawei P50 Pro. Alors lui, parce que justement, sa carte de profondeur est super bien définie en termes de résolution. Et l'autre téléphone, ce serait plutôt l'iPhone 13 Pro et Pro Max. Alors lui, c'est un peu différent. J'aurais tendance à dire qu'il a des qualités de portrait intrinsèques un peu meilleures, notamment les tons chers et les skin tones. Et l'Expo, par contre, en résolution de la carte de profondeur, on voit un peu plus d'artefacts que sur le Huawei. Alors, je pense qu'ils ont encore beaucoup de marge de progression. J'ai envie de dire que pour l'avenir, j'ai un peu 3 points sur les sujets bokeh en smartphone. Il y a la résolution de la carte de profondeur qui va continuer à augmenter, et en plus l'utilisation d'algos d'intelligence artificielle pour améliorer la segmentation, qui va réduire la quantité d'artefacts sur le floutage comparé à un DSLR. Donc là-dessus, le gap va encore se réduire entre DSLR et smartphone. Ce qui va être super intéressant aussi, ça va être de suivre comment les smartphones vont pouvoir proposer ça aussi sur différentes longueurs focales. Pour l'instant, c'est souvent 50 mm, mais est-ce qu'ils vont avoir un 85 mm pour faire du portrait, ou ce mode-là sur des objectifs un peu plus wide angle. Et j'ai envie de dire que le dernier point, ce serait peut-être sur la vidéo, où là, ça demande beaucoup plus de ressources pour processer en direct ces cartes de profondeur et simuler le flou. Mais on voit l'iPhone qui commence à le faire avec le Cinematic Mode seulement en 1080p, donc pas dans la plus haute résolution, pas en 4K, mais là-dessus, pour avoir des effets en vidéo de profondeur de champ qui changent, d'isolement du sujet et de choisir un des 2 sujets, je pense qu'on peut voir des choses super sympas dans les prochaines années sur les smartphones. Ouais. C'est impressionnant, hein, tout ça. Hein. L'industrie du smartphone, elle pousse quand même très très fort sur tous ces sujets-là. L'une des solutions, hein, peut-être dans, je sais pas, 5, 10, 20 ans ou 30 ans, ça sera peut-être de réussir à capturer une image parfaitement nette avec une profondeur de champ absolue et de générer ce fameux flou en post-production. Pascal, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces modes de simulation ? Je suis assez admiratif quand j'entends ça, hein, parce que je me dis que je suis plus à la fin de ma carrière qu'au début. Et je me dis quelque part, heureusement, parce que si j'avais 25 ans et que j'étais prof d'optique, je m'inquiéterais pour mon boulot, ou alors je me dirais, bon, je vais faire en fait de l'histoire de l'optique dans 30 ans, parce que y a peut-être des chances que dans une trentaine d'années, quand on voit la rapidité et la complexité et le savoir-faire indéniable, hein, de ce que font donc tous ces ingénieurs dans les domaines de traitement d'images et dans l'analyse d'images intrinsèques, il y aura peut-être plus qu'une lentille dans les optiques.
Et fin donc des optiques. Et on retournera en fait, on retournerait comme disait Fornier, qui finalement faisait une image avec un doublé simplement. Et bon, sauf que derrière il y aura toute cette analyse. C'est beau scientifiquement, mais en même temps, c'est flippant en même temps. Ça fait flipper, ça me fait flipper le prof d'optique que je suis, quoi. Et d'autant plus parce que c'est très intuitif. C'est-à-dire que tout ce qu'a décrit, toutes les coulisses et tout ce qui est en arrière-plan qu'a décrit Pierre-Yves, assez remarquablement d'ailleurs, c'est assez concis. Finalement, c'est à la portée de tous. Aujourd'hui, moi, j'ai mis la main sur un Pixel 6 là, de Google récemment. Leur récent smartphone, donc Pixel 6, Pixel 6 Pro, franchement, la facilité avec laquelle on arrive à ne serait-ce que supprimer désormais des éléments qu'on ne souhaite pas avoir sur une image, c'est vraiment flippant hein, pour le coup. Là, Alors, il y avait un appareil qui un peu anticipait cette philosophie. Le Panoptique, le Litro. Le Litro, où on faisait la mise au point après la prise de vue. Exactement. C'était complètement dingue aussi, ce truc-là. C'était ça, c'était l'interprétation d'une ZMap, quoi. Et sur les Lumix, tu as le post-focus. Bon, mais c'est une solution logicielle sur le boîtier qui permet de faire la mise au point a posteriori aussi. Alors est-ce que Pascal, tu peux nous parler du coup un peu de ton Flounettoscope, cette machine qui a pour but de permettre aux opérateurs, c'est ça, de simuler le rendu du flou qu'ils vont avoir, si j'ai bien compris ? Non, c'est en fait d'avoir une idée, enfin c'est pas simuler, c'est devoir faire une mesure. D'accord. Voilà. Tu mesures le flou ? En fait, je mesure la transition entre le flou et le net. Bon, et sous la forme de courbe, hein, je simule en fait un objet qui se déplacerait depuis l'infini jusqu'à la distance minimum de mise au point. Et puis on a une analyse de la tâche. Et on fait une analyse de la tâche image. Et là, il suffit de comparer par exemple des objectifs de marques différentes pour se rendre compte que justement la profondeur, enfin le passage du flou au net n'est pas le même. Il n'y a pas eu beaucoup de livres d'optique en français. Mais Pierre-Marie Granger avait écrit dans les années 70, je crois, un bouquin qui s'appelait Isuro. Mais la Bible ultime, je l'ai encore et je la garde précieusement. Alors celui-là. tu sais que tu peux la garder parce qu'elle coûte très très cher. En fait, on la trouve plus. Maintenant, je crois qu'on est autour de 300 balles. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, il avait cette phrase que je trouvais. Alors bon, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu contestables dans son bouquin, mais il a vu le mérite d'exister. Mais surtout, ce que d'un point de vue théorique, j'entends. Mais par contre, d'un point de vue pratique, c'était une mine d'informations. Il avait dit cette phrase géniale: la profondeur de champ n'est pas une guillotine. C'est quand tu calcules ta profondeur de champ, t'es net. Après, si on prend depuis l'objectif, on est flou. Après, on est net. Et après, de nouveau, on est flou. Bon, simplement, c'est pas ce qu'on appellerait un signal carré. Tu vois, si on voulait l'exprimer mathématiquement, c'est pas un signal carré, c'est pas on passe directement du net au flou ou du flou au net. Il y a une zone de transition. Et c'est cette zone de transition qui fait bien justement la caractéristique des optiques très différentes. Qui donne justement cette patte à l'optique. Et selon ce principe, alors, que valent les simulations de bokeh des smartphones face à une optique traditionnelle comme le Noct dont on a parlé tout à l'heure? Très honnêtement, je pense que ça équivaut. Je suis pas spécialiste des smartphones, je pense que ça équivaut, mais à titre personnel, j'ai quand même fait quand même pas mal d'images. Et j'ai vu entre les boîtiers et même mes propres smartphones, quand on voit aujourd'hui, pour ne citer que les plus grands, les marques, les Huawei ou par exemple l'iPhone, quand on voit la qualité résultante de ces images, c'est assez impressionnant, tant au niveau optique qu'au niveau justement de la profondeur de champ et qu'au niveau dynamique. J'ai eu la chance d'aller dans un concert un peu avant le confinement et filmer avec mon smartphone, et j'ai été étonné de la dynamique en me disant toi qui as 2-3 connaissances photo, si tu avais à mesurer la lumière, mais jamais j'aurais été capable de faire la même chose tellement c'est complexe. Voilà, et finalement les algorithmes le font. Bon, de toute façon, je pense que Pascal, on va te retrouver dans 2-3 ans installé pépère à Seattle, en train de bosser pour Google et leur vendre des algorithmes de transition net flou net. Non, j'en ai pas les compétences. On aura un contact au moins, Pascal, pour avoir des contacts chez Google en ingénierie. Non, c'est un autre métier. Moi, je suis très attaché à l'optique, voilà. Donc, je pense que ça restera, très honnêtement, il faudrait peut-être qu'on en prenne plus de temps à un moment donné pour en reparler, mais je pense que ça restera une niche dans le domaine des
de la haute gamme professionnelle et dans le domaine professionnel, enfin haute gamme professionnelle et peut-être des amateurs pour se faire plaisir, hein, comme aujourd'hui on parle de techniques alternatives ou de procédés alternatifs. Mais j'imagine que je vois pas comment dans 30 ans on continuera à fabriquer, on aura les mêmes gammes d'optiques. Alors peut-être qu'elles auront beaucoup évolué, on aura des optiques beaucoup moins encombrantes, qui ouvriront à 1 et qui auront des plages de focale entre 10 et 1000. Bon, pourquoi pas. Et puis tout le reste sera corrigé algorithmiquement ou numériquement. Et franchement, je pense qu'on prend le chemin. L'avenir nous le dira. Bon, pour terminer, je vous propose de prendre un peu le contre-pied de ce bokeh et de ces notions de profondeur de champ, de petite profondeur de champ. Ça veut dire que tu vas nous parler de l'hyperfocale ? On va en parler de l'hyperfocale, mais avant de parler de l'hyperfocale, j'aimerais qu'on parle du focus stacking, voilà, qui est une technique qu'on met en œuvre quand on souhaite justement avoir une très 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 grande profondeur de champ. Je vous propose d'écouter l'auteur et journaliste Volker Gilbert qui nous parle de cette fameuse technique qu'il maîtrise particulièrement bien. On l'écoute. Alors oui, effectivement, le focus stacking, c'est encore un terme anglais qu'il faut peut-être préciser un peu. Bon, focus stacking, donc on a deux parties en fait. On a la partie focus en fait qui correspond donc à la mise au point et le stacking qui n'est rien d'autre que l'empilement. Il s'agit donc d'une technique qui repose sur la superposition d'une série d'images prises avec différents réglages de mise au point. Qui sert notamment à maximiser la profondeur de champ ou au moins faire en sorte que cette profondeur de champ couvre le sujet principal. On pourra utiliser cette technique bien sûr pour tous les sujets, mais en fait il faudrait vraiment la limiter en fait à des sujets qui ne bougent pas. Donc je pense notamment à la macrophotographie et le paysage en fait que je pratique personnellement aussi avec ces deux techniques-là. Alors effectivement il y a toute une procédure à faire. Donc la première chose qu'on fait c'est qu'on désactive bien sûr la mise au point automatique, on passe en mode manuel et on va déjà faire un peu un test en fait. On parcourt le range de distance en fait du premier point net du sujet jusqu'au dernier point. Donc on parcourt la profondeur du sujet et on va regarder en fait combien de photos il faudrait. Ça dépend aussi de l'ouverture choisie et là je ne choisirai jamais la pleine ouverture pour la toute simple raison que la pleine ouverture effectivement elle cumule aussi tout un tas de défauts optiques. Donc on va plutôt utiliser une ouverture moyenne donc autour de 5, 6 ou 8. Tout en évitant de fermer davantage parce qu'au-delà, en fait, on va avoir la diffraction. Donc, effectivement, on aura une perte de netteté due au fait que les rayons de lumière se cognent effectivement au bord du diaphragme. Bien sûr, il faut aussi garder en fait l'exposition constante. Donc là, on part sur une même ouverture et bien sûr sur un même temps d'exposition pour l'ensemble des images. Le nombre de photos et la distance en millimètres en fait qui sépare chaque prise de vue ou chaque image d'une série de prises de vue dépend effectivement de plusieurs facteurs, notamment en fait de la focale utilisée, de l'ouverture utilisée et du rapport de grossissement. Donc effectivement, il est très difficile de prévoir justement le nombre d'images, mais généralement, on table quand même sur une vingtaine de photos, voire plus. Alors en post-production, en fait, il y a deux possibilités. Soit on passe par des logiciels spécialisés, donc il y a effectivement Helicon Focus par exemple, Zwind Stacker, il y a Combine ZP. En fait, il y a à la fois des logiciels en fait payants ou gratuits. Ou alors on passe à des éditeurs d'images, donc je pense notamment à Photoshop et Affinity Photo, en fait qui ont des modes justement permettant de superposer des images en fait sur plusieurs calques et après prendre en fait les parties les plus nettes de chaque image et masquer les autres. Donc du coup on obtient en fait une image qui combine ces parties-là, donc ces parties nettes, et qui rassemble en fait toutes les parties nettes dans une image qui montre une profondeur de champ maximale. Pascal, le focus stacking, ça existe depuis quand ? Moi, je remonte à Louis Lumière, en fait, avec la photostérosynthèse, quelque part. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure, sans savoir qu'on allait en reparler. Là. La photostérosynthèse, c'était comment reproduire un volume dans l'espace. En fait, avoir du relief sur un volume.
Donc il faisait une première photo. Alors il faisait que des portraits. Enfin bon, ça a été un prototype. Il en a pas fait beaucoup. Une étudiante de Louis Lumière vient de reconstituer le procédé là dans le cadre de son mémoire de recherche. C'était très intéressant. Et en fait, on fait une mise au point après sur le nez, après sur les yeux, après sur les tempes, etc., sur les oreilles. Et donc, alors la difficulté pour lui à l'époque, c'était justement d'obtenir des images où il y avait que des traces sans profondeur de champ. Après, il empilait. Alors c'était fait en inversible. Et donc ensuite, il empilait à une bonne distance ces différentes images, en ayant bien sûr pris soin d'avoir des expositions adaptées. Et puis en mettant une lampe derrière, en éclairant, eh bien on avait l'impression de voir un volume reconstitué. Voilà. Donc finalement c'est l'héritage de cette technique-là. On peut remonter peut-être un peu il y a certains textes quand on a commencé à décrier l'objectif aux alentours de 1860 parce qu'il était trop défini. Certains photographes avaient l'idée de décaler très légèrement la mise au point. Justement pour casser un peu la netteté de l'image. Donc c'est finalement on rejoint le flou un petit peu et puis le net. Donc tout ça c'est voilà. Donc cette technique. On veut casser le flou du coup. Enfin, là on cherche la netteté. Là au contraire, là tu vas chercher à augmenter considérablement en macro, la en nature morte quand on veut. Mais à mon avis, ça n'a d'intérêt. Je suis pas une technique que je connais plus particulièrement que ça, mais ça n'a quand même d'intérêt que sur de la macro, c'est-à-dire surtout sur des objets où la profondeur de champ est relativement faible. Et d'ailleurs, c'était une revue qui s'appelait Image Expert à l'époque. On m'avait demandé d'écrire un article sur la photo stéréosynthèse. J'ignorais, je savais même pas du tout ce que c'était. Il y a un peu plus de 30 ans de ça. Et en fait, on m'avait demandé d'écrire cet article parce que un chercheur avait, avec un microscope optique, il avait trouvé une technique au moyen des softs qui existaient à l'époque, ce qui était assez révolutionnaire, en fait, en faisant différentes mises au point et reconstituant comme ça en volume la bactérie ou l'élément qu'il était en train d'examiner. Alors il y a une autre technique qui permet aussi d'avoir une très grande profondeur de champ et de se simplifier la vie au niveau du réglage de la mise au point, c'est cette fameuse hyperfocale. Pascal, comment on fait pour se mettre sur l'hyperfocale ? On essaye. On essaye parce que c'est on jamais... prend son petit précis à chaque fois avec soi. C'est jamais gagné. Son petit tableau. Oui. Alors tu as une formule qui permet de l'obtenir. On va pas la donner. Oh non, ça va faire peur à tout le monde. Ça va faire peur à tout le monde. Elle est simple en plus. Elle est très simple. Il y a des applis. Il faut être moderne, les gars. Il y a des applis. D'avoir une appli aujourd'hui, on n'utilise plus de formule. On a des applis qui permettent. Mais c'est pour avoir une hyperfocale avec un 50 mm par exemple à 8, on a une hyperfocale à 25 mètres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que une hyperfocale à 25 mètres à 8, tu es avec tu as une zone de profondeur de champ. Alors je crois que c'est à 4. Je recalcule, ça doit être à 4, je crois. Une zone de profondeur de champ qui varie de la moitié de qui va de la moitié de cette distance jusqu'à l'infini. 12,50 m. Voilà, 12,50 m jusqu'à l'infini. Tout ce qui est à plus de 12 mètres sera net. Et donc, alors tout ce qui est à partir de 12 mètres, ça sera net. Alors, c'est par contre la distance hyperfocale, c'est la zone de profondeur de champ qui est la plus grande. On ne peut pas avoir plus. C'est la profondeur de champ maximale. Mais ça paraît sur le papier, c'est super. Maintenant, quand on se rend compte qu'il faut énormément diaphragmer. Plus la focale augmente, donc si on a une hyperfocale à 30 mètres, il n'y a aucun intérêt parce qu'on est net de 15 mètres jusqu'à l'infini. Donc, il faut prendre plutôt des focales plutôt courtes. Énormément diaphragmer, ce qui n'est pas très bon d'un point de vue optique parce qu'on fait monter de la diffraction. Mais il faut quand même... Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'à une époque où on avait des objectifs très diaphragmés parce qu'on avait surtout des plans films qui étaient beaucoup plus grands. Et je veux faire référence à Ansel Adams, par exemple, et à tout le courant des f/64. Donc, les optiques étaient fermées à 64. Et là, on avait donc cette très, très, très grande profondeur de champ. On met un terme à cette discussion et on passe au débrief. Nous sommes toujours avec le professeur Pascal Martin pour parler du bokeh, de la profondeur de champ. Pascal, on a discuté pendant plus de 30 minutes. Si on devait essayer de résumer et de synthétiser ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce que ce serait ? On commencerait par dire que la profondeur de champ, elle naît d'une somme de défauts. Tout le système qui concourt à fabriquer l'image, à l'observer. Mais grâce à cette somme de défauts, ça nous permet d'avoir une mise au point, une zone de netteté étendue de part et d'autre du plan de mise au point, qu'elle dépend du diaphragme, de l'ouverture, qu'elle dépend de la distance focale et qu'elle dépend de la distance de mise au point.
Ça, c'est la première chose qu'on pourrait résumer par rapport à ces grandeurs. Mais qu'en même temps, la profondeur de champ, c'est effectivement un élément technique qui sert une dimension esthétique à l'image et qui sert aussi une dimension sémantique à l'image. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui va nous permettre de donner du sens. Voilà. Donc, selon effectivement le lieu où on va faire la mise au point, selon que la profondeur de champ va être petite ou grande, on va obtenir des effets qui seront différents et ça donnera du sens, un sens qui est différent à l'image. Et d'un point de vue lexical, oui. Il y a eu plusieurs petites punchlines là au cours du débat. Donc, il y a certains mots que tu substitues. Donc, plutôt que de parler de bokeh, toi, tu préfères parler de... Alors bon, le bokeh, bon, pour moi c'est l'esthétique du flou, on va le laisser quand même celui-là, mais le mot, il y en a un vraiment que je tiens, enfin j'aime beaucoup parce que c'est le passage du flou au net, c'est le flou net de profondeur, un néologisme en un seul mot, parce que c'est justement selon les optiques, selon les réglages que l'on fait, selon les capteurs, ce flou net de profondeur montre que la zone de transition entre le net et le flou, elle n'est pas la même d'un système à l'autre. Et c'est peut-être ça encore ce qui reste aujourd'hui par rapport au numérique, justement. Où, le numérique, on sait qu'on peut reconstituer beaucoup de choses, mais cette petite partie-là, cette zone de transition, pour le moment, le numérique, je ne pense pas qu'il soit encore capable de le faire complètement. Est-ce que, Pascal, tu peux rappeler quels sont les 3 paramètres sur lesquels un photographe ou un vidéaste peut jouer pour moduler cette profondeur de champ ? On vient de le dire, mais on va les rappeler tranquillement, à savoir donc la distance de mise au point. Quand cette distance de mise au point augmente, la profondeur de champ diminue. Donc à chaque fois, il faut prendre la réciproque de la phrase. Ça veut dire que quand elle diminue, la profondeur de champ augmente. Le diaphragme, quand on ferme le diaphragme, on augmente la profondeur de champ. Donc quand on l'ouvre, quand on a des objectifs très ouverts, on a parlé des objectifs de type Noctil, Lux Noctil, etc. Donc là, on a une profondeur de champ qui est très faible. Et enfin, pour terminer, la distance focale. Lorsque la distance focale augmente, eh bien la profondeur de champ diminue, par exemple. Et inversement, en grand angle, on a toujours beaucoup de profondeur de champ. Et dès qu'on a affaire à dès qu'on a des téléobjectifs, on a effectivement donc une profondeur de champ qui est beaucoup plus réduite. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, toutes ces images avec des animaux filmés dans la brousse ou photographiés dans la brousse, ou des portraits avec des focales un peu longues donnent justement cette profondeur de champ qui est relativement faible. Quels objectifs il faut choisir pour obtenir les plus beaux effets de bokeh possibles ? Je ne saurais pas répondre à cette question. Après, si on veut vraiment, des bokeh un peu contrôlés, un peu exagérés, il faut aller chercher justement tous ces objectifs dits soft focus. C'est-à-dire des objectifs qui artificiellement vont créer ces défauts-là. Je pense au Lens Baby, qui est un objectif qui va combiner... on les a pas cités. On l'a pas cité, mais c'est un objectif qui arrive en France dans un film de Snabel qui s'appelle Le Scaphandre et le Papillon. Et pour montrer justement, c'est un superbe film, mais extraordinaire. Ouais, très très dur. Et en fait, pour le moment où Jean-Dominique Bauby sort du coma, donc le réalisateur Snabel avait demandé à son cadreur Berthaud, il a dit, il faut que tu trouves un truc avec une lentille cassée pour donner un peu une impression d'une vision trouble. Et il avait trouvé ce fameux Lens Baby, qui est un objectif fabriqué aux États-Unis. Donc c'est quelque chose où ça conjugue à la fois des défauts et ça conjugue en même temps l'effet maquette dont on a parlé tout à l'heure. Après, il y a toute la série On a parlé de l'apodisation. Voilà, l'apodisation, ça va créer, mais après, l'apodisation, il y en a aussi qui vont dire tu peux mettre un filtre devant, et tu vas aussi avoir cet effet-là. Harcourt modulait certainement le net, mais modulait aussi le flou. Quand on module l'un, on module l'autre. Et enfin, pour terminer, est-ce que les simulations de bokeh algorithmiques qu'on retrouve sur les smartphones sont convaincantes ? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est très convaincant. Parce que en fait les personnes qui travaillent dans ces domaines sont des personnes très compétentes dans le domaine du traitement des images, et en fait ils ont fait des analyses pour comprendre comment fonctionnaient les bokeh. Ils ont fait des analyses très très poussées sur les objectifs. À partir de là, par le biais de tout un tas d'outils mathématiques, dont un qu'on utilise beaucoup par rapport à ça qu'on appelle la transformée de Fourier, eh bien en fait ils sont capables de reconstituer un certain nombre de bokeh. Je disais tout à l'heure, c'est peut-être le passage du flou au net qui est peut-être encore quelque chose qui est peut-être. C'est là où tu vas intervenir. C'est là où c'est mon credo, ça. C'est mon credo. Merci beaucoup Pascal pour toutes ces explications. Merci.